Hello! En cette période de l'année, une consultation classique, c'était la question de la trousse de pharmacie de voyage pour bébé. Je viens d'avoir un enfant qui va avoir très bientôt 3 mois. Il a 2 grandes sœurs de 8 et 6 ans et demi. Et donc là, l'idée de la vidéo, ça va être de vous présenter notre version de la trousse de premier secours de bébé. C'est une vidéo qui va en fait être faite de 2 parties. La première partie, donc c'est la trousse de pharmacie de bébé, et qui va être en fait un zoom de la deuxième partie de la vidéo qui va être plus globalement la valise de voyage de bébé. Donc pour pas la louper, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et autre chose, si c'est des contenus qui vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un petit like, c'est hyper important pour nous. Ça nous permet de nous rendre compte que ce genre de choses intéresse et ça nous encourage à en proposer davantage. Alors, en ce qui concerne la trousse de pharmacie de bébé, voilà à quoi elle ressemble. On peut faire plus optimisé. J'ai pas réussi à trouver toutes les miniatures, tous les petits formats que je voulais. On a fait avec aussi ce qu'on avait. Alors l'idée c'était aussi de faire quelque chose qui permette de regrouper tout ce qui va être important de pouvoir trouver rapidement en cas d'urgence. Comme dans n'importe quel centre médical, hein. On a le chariot d'urgence entre guillemets, je voulais un peu faire la même chose, tout rassembler en un seul endroit pour qu'on n'ait pas à se demander alors le thermomètre est-ce qu'il est dans la trousse de pharmacie, est-ce qu'il est dans la trousse de toilette, dans quelle trousse de toilette, voilà. On peut retrouver tout ça rapidement. Ceux qui me connaissent le savent. Mais voilà, j'ai assuré des suivis de nourrissons pendant 10 ans. Alors tout ça va correspondre à notre mode de vie, notre façon de faire. Et puis aussi, ça va beaucoup dépendre forcément de la destination. Si on part en France ou si on part en Amazonie, ça va bien sûr pas être du tout la même chose. Si on a accès facilement à une pharmacie, si on a accès facilement à un hôpital, un centre de soins. Voilà, ça va dépendre de tous ces éléments-là. Alors nous concernant, on va partir, donc pas très loin, on part en Corse. Mais je vais quand même vous donner des éléments de réponse dans le cas où vous partez à l'étranger par exemple. Donc un petit aparté juste avant ça, sur tout ce qui va être papier. Donc nous, on part en France, donc on prend bien sûr la carte vitale. Alors si vous regardez cette vidéo pendant votre grossesse, n'hésitez pas à penser à mettre enfant le plus rapidement possible sur la carte vitale. Ça se fait très facilement, moi je l'ai fait en ligne sur Amélie. La première consultation à 1 semaine de vie, la pédiatre était surprise d'apprendre que mon fils était déjà sur la carte vitale et ça m'a permis de ne pas avancer tous les frais très rapidement. Et donc du coup on pense à prendre la carte vitale si on part en France, et si on ne part pas en France, il y a une version moins sophistiquée entre guillemets qui va être la carte européenne d'assurance maladie. Donc nous on en avait une pour les grandes qui vient de se périmer cette année, et donc il va falloir qu'on en refasse une. Bon, comme on ne partait pas tout de suite à l'étranger, il n'y avait pas d'urgence. Mais sachez qu'il y a cette possibilité-là. Et autre chose, si vous partez en dehors de l'Europe, il y a une possibilité de vous faire rembourser, dans une certaine limite, les frais médicaux que vous auriez engagés dans d'autres pays. Il faut bien penser à demander les factures et à votre retour en France de les transmettre à l'assurance maladie. Et il y a une possibilité de prise en charge. Ensuite, la question classique de la carte de groupe. Moi, j'ai jamais fait faire à mes enfants. Pourquoi? C'est pas forcément nécessaire. Parce que un groupe, s'il y a un accident, ça se détermine extrêmement rapidement. Et en face, si toute la population va faire une prise de sang et va éditer une carte de groupe, ça veut dire, faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est de l'ordre de 70 ou 80 € pour faire une carte de groupe. Donc 80 fois, je sais pas, des millions et des millions, ça fait un coût énorme pour l'assurance maladie, et c'est un système qui est précieux. Il faut faire attention à ce genre de choses. Ensuite, dans les autres choses à dire, c'est que tout ça va bien sûr ne pas remplacer une consultation. Il va falloir aborder ces thématiques-là avec votre médecin. Et l'autre point important à mentionner, c'est que toute fièvre et ou diarrhée avant 3 mois, c'est les urgences directement. Là, je vais faire un focus sur les diarrhées, parce que c'est la problématique assez fréquente qu'on peut retrouver pendant un voyage. Le problème de la diarrhée, donc au-delà du risque infectieux en lui-même, c'est le risque de déshydratation. Et chez un tout petit, ça peut aller très vite, c'est vraiment notre obsession en tant que professionnel de santé. En plus, les vacances, ça va être une période particulièrement à risque, déjà parce qu'on voyage et parce que notre système immunitaire n'est pas forcément adapté à l'écosystème environnant. Et en plus, il fait chaud, donc on est plus à risque de déshydratation. Si en plus il y a une fièvre par-dessus et qu'on a un tout petit, bon voilà. C'est vraiment le point de vigilance que je voulais vous présenter. Petit tip intéressant pour la consultation de voyage. Moi, je donnais souvent aux parents le conseil de se connecter sur le site de l'Institut Pasteur, et tout particulièrement la version lilloise, pour avoir tout un tas de conseils hyper judicieux, notamment sur les vaccins à réaliser en fonction de la destination. Donc voilà, vous tapez le pays, il y a toute la liste de toutes les recommandations, que ce soit en termes de prévention contre le paludisme, des vaccins conseillés, des conseils généraux. Donc voilà, une ressource hyper intéressante. Donc on y va. On commence avec le très classique paracétamol. Donc
très souvent Doliprane en France, on a aussi Dafalgan, on a aussi Efferalgan. Voilà. La version pour les tout petits, c'est celle-ci, avec la seringue adaptée. J'en dis 2 mots parce que moi, avant d'avoir des enfants et d'être médecin, je savais pas en fait comment ça se présentait. Et donc, c'est sous forme de sirop, avec une seringue qui est graduée, hop, que voici. Et on parle de dose poids. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des graduations qui correspondent au poids de bébé et qu'on va tout simplement puiser une quantité qui correspond au poids de bébé. Voilà, s'il fait 3 kg, on s'arrête à 3 kg. S'il fait 8 kg, on s'arrête à 8 kg, etc. Et on lui administre. Alors, très important, on vise toujours vraiment la joue et on laisse bébé téter pour éviter le risque de fausse route. Donc ça, c'est très important. Et moi, je vais encore plus loin. Je mets le contenu de la seringue dans une cuillère et je présente à bébé, comme ça, il gère lui-même. Les autres présentations, ça va être pour les plus grands. Les Doliprane en sachet. Donc moi, j'ai toutes les versions possibles. Donc oui, je vous l'ai dit, j'ai 2 grandes. Donc il y a ces sachets-là de 300 mg qu'on va pouvoir proposer à partir de 16 kg. Et ensuite, plus pratique, notamment pour les sorties, il y a du Doliprane qui s'appelle Liquiz, il y a les équivalents dans les autres marques. Et c'est pareil, 300 mg, donc on peut donner à partir de 16 kg pour les plus grands. Question fréquente, le Doliprane en suppo. Ça, j'en ai longuement parlé dans la vidéo les produits de soins pour bébé. Je vous l'afficherai à l'écran. Mais voilà, c'est une mauvaise idée parce que soit c'est pas absorbé donc ça marche pas, soit c'est absorbé mais trop lentement donc bébé a le temps d'avoir mal avant que ça puisse agir. Et la troisième possibilité, soit c'est absorbé mais de façon complètement aléatoire, ça veut dire un coup c'est absorbé, un coup c'est pas absorbé. Et ça veut dire que quand on arrive à la dose suivante 4 à 6 heures après et que la première dose n'a pas été absorbée et que les deux sont absorbés en même temps, ben, le risque c'est le surdosage. Donc voilà, les suppos, oubliez. Alors, toujours concernant les diarrhées, j'ai l'impression de passer mon temps à dire le plus important, mais là c'est vraiment un point essentiel, c'est la notion de soluté de réhydratation oraux. Alors, j'en avais pareil jamais entendu parler avant d'être dans le domaine. Un bébé qui se déshydrate, il suffit pas de lui proposer de l'eau pour le réhydrater. Il va falloir lui apporter des solutions spéciales qui s'appellent donc les SRO et qui vont comporter tout un tas de choses qui vont être importantes pour le bébé, nutritionnellement parlant, du glucose, du sodium, du potassium, donc des sels minéraux, etc. La façon de faire, c'est après chaque sel liquide, on propose à volonté ce type de solution. Ça se présente. Alors moi j'en ai pas parce que je pars en Corse et que je sais que j'aurai accès à des pharmacies très rapidement si le problème se présentait. Mais voilà, si je partais à l'étranger, je partirais pas sans ça. Comment on fait? On dilue un sachet dans 200 ml d'eau, on mélange et on propose à bébé après chaque sel liquide ou après chaque vomissement. Alors pour tous ces produits que j'ai pas forcément récupérés à la pharmacie, j'ai quand même prévu une ordonnance que je me suis en plus auto-envoyée par mail. J'avais pris soin de demander tout ça lors des consultations avec son pédiatre pour pouvoir avoir accès rapidement à ça en cas de nécessité. Ensuite, en cas de diarrhée, on pense aux antidiarrhéiques. Alors vous noterez que je l'ai mis en deuxième. C'est tellement plus important de réhydrater bébé que de proposer des antidiarrhéiques que c'est volontaire. Il y a des bébés qui n'arrivent pas à prendre trop de médicaments, donc si on n'arrive pas à tout lui donner, on priorise la réhydratation et les solutés de réhydratation. Et donc si bébé est disposé à prendre d'autres médicaments, on peut proposer des antidiarrhéiques. Donc là, il faut faire attention parce que en cas de voyage, tous les antidiarrhéiques ne sont pas forcément recommandés. Et donc là, il va falloir poser la question à son médecin. J'ai l'habitude de prendre du Racécadodril, donc c'est du Tiorfan, pour ceux qui connaissent. Et pareil, j'en ai pas prévu, mais si je partais à l'étranger, je partirais avec ça. Le problème des autres familles d'antidiarrhéiques, c'est que ce sont des ralentisseurs du transit, donc on garde des selles infectées. Donc voilà, vous avez compris, c'est pas une bonne idée. Ensuite, la question de l'antivomitif qui est souvent posée. Donc moi, j'ai tendance à pas en donner, je crois que mes grandes n'en ont jamais eu. Pourquoi? Parce que premièrement, l'efficacité, elle n'est pas si démontrée que ça, elle n'est pas si ouf que ça. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que pour pas mal d'entre eux, alors c'est pas le cas de toutes les familles, mais certains d'entre eux ont présenté des effets indésirables d'ordre neurologique ou cardiologique. Donc voilà, on réhydrate, on fractionne l'alimentation, et puis surtout, s'il est tout petit ou en cas de doute, on consulte. Question classique,
pendant les voyages. Que fait-on en cas de piqûre de moustique? Donc le plus efficace et le mieux toléré, ça va être la très classique moustiquaire. J'en avais une, je la retrouve pas, donc on verra, on va peut-être en racheter une. Mais voilà, ça c'est quelque chose de très intéressant à prendre. Et il y a des modèles spéciaux pour bébés. Les autres mesures physiques, ça va être de porter des vêtements bien longs le soir. Alors, concernant les répulsifs cutanés, donc nous on en a prévu, mais pour les grandes, voilà, en fonction des marques, on peut commencer à utiliser ça pour bébé. Pour mes grandes, j'ai l'impression que c'était 6 mois et j'ai l'impression que maintenant ça a été repoussé à 24 mois. Donc voilà, c'est le principe de précaution hein, qui va s'appliquer. Insecte écran, moi je prends toujours cette marque, voilà, c'est la plus classique, fréquemment recommandée par mes collègues des consultations de voyage. Les différentes configurations possibles. En dessous de 6 mois, c'est fortement contre-indiqué de se rendre dans ce genre de destination. S'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Mais bon, c'est ce qu'il faut savoir. Ensuite, entre 6 mois et 2 ans, ça va dépendre. Si on se rend dans une destination comme en France, il y a des moustiques, mais grosso modo, il n'y a pas de risque majeur de transmission de maladies graves. Dans ces cas-là, on n'applique pas d'antirépulsif avant 2 ans. C'est un principe qu'on peut continuer longtemps après, hein, mais voilà, c'est histoire de mettre des seuils. Et ensuite, si on se rend dans une destination à risque, dans ces cas-là, considère que c'est ok d'en appliquer entre 6 mois et 2 ans. Mais voilà, avec en numéro 1 de loin les mesures physiques. Alors un mot sur les répulsifs dits naturels. Naturel ne veut pas forcément dire sans risque. Voilà, on pense qu'il y a des poisons dans la nature, hein, tout simplement. Et là, le problème qui va se poser, c'est que les répulsifs naturels vont souvent comporter des huiles essentielles. Donc ça, c'est connu pour la femme enceinte. On essaie d'éviter, certaines huiles essentielles peuvent être tolérées, mais bon, moi j'ai tendance à faire principe de précaution, rien si c'est quelque chose qui n'est pas absolument nécessaire. Donc ça va être la même chose pour un tout petit. On évite les huiles essentielles chez les tout petits et donc les répulsifs qui peuvent en contenir. Voilà, il faut savoir qu'on peut aller jusqu'au risque de convulsion hein, chez un tout petit avec certaines huiles essentielles, donc à éviter. Et ensuite, il va y avoir tout ce qui va être diffuseur aérien qu'on branche contre les moustiques. Donc ça, voilà. Pourquoi pas, avec des précautions tout de même, de ne pas le brancher juste à côté de bébé, et pour les bébés qui gambadent, faire attention à ce qu'ils ne puissent pas y accéder. Et en plus, pour tous ces répulsifs dits naturels, on n'est pas sûr que ça marche, hein. C'est un peu comme les bracelets à mettre autour du poignet contre les moustiques, donc si d'un côté, l'efficacité n'est pas franchement prouvée et en plus on n'est pas sûr que ce soit tout à fait anodin, là j'ai tendance à ne pas les conseiller. Donc ça va être pareil pour tout ce qui va être homéopathie, pour tout ce qui va être certaines vitamines qu'on voit passer parfois. Alors après, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire en cas de piqûre comme soins locaux? Ça va mimer un peu ce qu'on propose dans le cadre d'une varicelle par exemple. Si on n'a pas beaucoup, que ça gêne pas bébé et qu'il n'y a pas de signe de complications, on fait rien tout simplement. Et si on a beaucoup et que bébé est gêné, dans ces cas-là, ce qu'on propose souvent, ça va être des soins lavants apaisants, qui vont donc du coup apaiser d'une part et assainir d'autre part. Il y a les grands classiques, hein, soins lavants Cicaplast, soins lavants Dermalibour, etc., etc. Ensuite, si ça a une sale tête localement, il faut bien désinfecter, par exemple avec de la bicéptine, et bien sûr ne pas hésiter à consulter en cas de doute. Alors si c'est très inflammatoire, toujours, vous l'aurez compris, on essaye de faire le non médicamenteux en premier, ça veut dire appliquer du froid. On évite les crèmes à base de cortisone, parce que c'est un grand classique de retrouver de la cortisone dans les crèmes anti-moustiques, parce que ça peut favoriser les surinfections localement. Et si besoin, si ça tire beaucoup, si ça gratte beaucoup, on peut appliquer des choses simples comme de la vaseline ou du Dexéril par exemple. Et on évite d'en mettre des pâtés, parce que pareil, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais quand on met des pâtés, la plaie ne respire plus, et donc il y a un risque de macération et d'infection. Donc voilà, une fine couche. Et si ça coule beaucoup, pourquoi pas mettre un petit peu de Cicalfate tout en ayant à l'esprit que ça peut assécher pas mal localement. Alors si on a un bébé qui ne dort pas la nuit tellement il se gratte, il y a toujours la possibilité, si c'est vraiment absolument nécessaire, de lui proposer des antihistaminiques, mais ça va être possible qu'à partir d'un an. Ensuite, pour les plus grands qui commencent à gambader, les classiques pansements. Voilà, donc ça, largement utilisé très régulièrement. Donc avec ça, des compresses stériles, un antiseptique. Alors on peut faire plus pratique avec des lingettes qui comportent déjà un antiseptique. J'ai fait plusieurs magasins et j'en ai pas trouvé. Le truc le plus compact que j'ai trouvé, c'est ça, mais on peut mieux faire. Alors ça pour le coup, j'ai trouvé quelque chose de très très compact, les mini gels hydroalcooliques. Alors bien sûr, pas pour bébé, hein, mais pour les parents avant de s'occuper d'une plaie. Pour bien se nettoyer les mains. Alors la question des crèmes en cas de choc. Donc ça c'est quelque chose qui est largement répandu depuis des décennies il me semble. Et pareil, il n'y a aucune preuve d'efficacité. Donc concrètement l'arnica typiquement, je
crois qu'il y a les mots clairs aussi en cas d'échymose, en cas de bleu. Voilà, tout ça, j'ai pas prévu ça parce que concrètement ça sert à rien. La nature est bien faite et ça guérit tout seul, hein, pas besoin de tartiner de crème. Bien sûr, en cas de choc significatif, on n'hésite pas à consulter. Alors si vous partez au milieu de nulle part, ce qui va pas être notre cas, mais je vous mettrai à l'écran, parce que du coup on n'en a pas prévu, mais les stéristrips ça peut être très intéressant en cas de plaie. L'intérêt, ça permet de resserrer les berges pour qu'on ait une belle cicatrisation en attendant de consulter, parce que si vous êtes très loin d'un hôpital, ben, ça peut commencer à cicatriser dans les heures qui suivent. Et ce sont des dispositifs qui sont intéressants parce que c'est aéré et vous l'aurez compris, plus l'air circule et mieux c'est. Ensuite, donc, le thermomètre, je vous en parle régulièrement. Le sérum physiologique, intéressant pour plein de choses. Nous, en ce moment, pour laver le nez de bébé, voilà, ça c'est vraiment un indispensable. S'il a le nez pris, bah, il peut ne pas s'alimenter correctement, ne pas dormir correctement. On a même prévu une petite seringue avec, donc il y a des seringues spécialement prévues pour bien nettoyer le nez. Voilà, donc avec le principe de précaution d'y aller quand même doucement. La fameuse pince à épiler qui nous a déjà servi vraiment plus d'une fois, et ça qu'on trouve pas forcément classiquement dans les listes, typiquement en cas d'écharde, en cas d'oursin. Les deux cas nous sont arrivés. Et ben, j'étais bien contente d'avoir ma petite pince à épiler. Pareil, des petits ciseaux si besoin de faire des bandages. Et donc on a prévu carrément de quoi faire des bandages parce que en cas de, et ça pareil, ça arrive souvent en vacances quand on marche beaucoup, mais en cas de chaussures, de plaies dues aux chaussures, je trouve que ce genre de choses tient beaucoup mieux que des pansements, tout en faisant attention à ne pas faire le tour de la cheville, parce que ça c'est complètement un risque, donc vraiment pour l'arrière de la cheville, je trouve que ça marche très bien et ça tient bien mieux. Alors j'avais un médecin que je remplaçais, qui avait l'habitude, mais lui il avait une liste toute prête pour ce genre de consultation, et dans cette liste là, il avait l'habitude d'y mettre des collyres antibactériens pour les gens qui partaient voilà, à l'étranger, dans des zones où il n'y a pas forcément un accès aux soins facile, en cas de conjonctivite. Pourquoi pas prévoir ça également. Ne pas oublier le traitement habituel de bébé. Donc nous, notre fils a tendance à faire des reflux qui sont parfois très douloureux. Donc si c'est des régurgitations simples, on les respecte, on ne fait rien. Mais s'il souffre, bah ça permet de l'aider. Donc en fonction, on a quand même prévu d'avoir ça sous la main si c'est au milieu de la nuit, même si on peut avoir accès à des pharmacies rapidement. Là pour le coup, ça peut être intéressant d'avoir déjà ça sous la main. Donc son traitement habituel. Pour les plus, nous pas pour bébé, mais pour les plus grandes, je pense notamment à l'aîné qui a un terrain un petit peu allergique, on a prévu un traitement anti-allergique à faire fondre sous la langue. Donc voilà, en fonction de vos enfants et de leurs antécédents, bien penser à ce genre de choses. Je parle des allergies parce que voilà, comme ça concerne un bon 20% de la population, il y a des chances qu'une partie de l'audience soit concernée. Pour les bébés à partir d'environ 6 mois, ça peut être intéressant de prévoir l'anneau de dentition à mettre au frais et à proposer à bébé en cas de poussée dentaire douloureuse. Donc nous, il n'a pas encore cet âge-là, donc on n'en a pas. Mais voilà, au milieu de la nuit, avoir ça, ça peut être tout à fait intéressant. C'est tout pour tout ce qui concerne la trousse d'urgence de voyage pour bébé. Je peux en présenter une version adulte si c'est quelque chose qui vous intéresse. À suivre, je regarde ici parce qu'elle est prête, c'est la valise de voyage pour bébé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye!